From what I've seen, you're magnificent. You fight evil with all you do. Your every act is spectacular. It makes me lay here and love you. From what I hear, you're generous. You make sunshine and glory too. When you walk in, things go luminous. It makes me lay and love you. J'ai pas entendu, excusez-moi. Mis en place par l'entité pour vous soutenir. Ah, mais ça a été plus au début de notre installation, toutes les autorisations, les locaux. Les locaux ont été au départ mis à disposition par la ville. On a été logés par la ville pendant plus de 10 ans. Et toutes les autorisations ont été portées par la ville. Et nous, on a juste apporté notre savoir technique. Et sinon, la mise en place au tout démarrage, ça a été vraiment l'office de tourisme. Quelle est votre histoire avec la ville de Blois? Mais oui, l'embulé, c'est un projet directement. On voit ça, Blois. Alors, au début, comme je vous disais tout à fait précédemment, la mise en place des circuits ont été faits par l'Office de tourisme. Et dans le coup, on a eu un partenariat avec l'Office de tourisme. Et aujourd'hui, j'en suis la présidente. Donc, à l'époque, c'était l'Office de tourisme de Blois. Et aujourd'hui, on a un office de tourisme intercommunal qui regroupe Blois, Chambord, Cheverny et les communes environnantes. Donc 46 communes. On voit ça, Blois. Oh oui. Oui, puisque maintenant, on a des locaux qui sont des locaux qui nous appartiennent à nous, là où on va. Alors, à la Creusille, là où on va se rendre. On habite Chambord en fait, et notre élevage de chevaux de trait, à l'origine, les juments poulinières, les poulains, naissent à Chambord dans notre exploitation agricole. From what I hear, you're generous. You make sunshine and glory too. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voilà. When you walk in, things go luminous. Ah, comment j'en suis arrivée à faire ça? Comment je suis arrivée à l'attelage, en fait, c'est familial. C'est-à-dire que mon père était moniteur d'équitation, mon grand-père était sous-maître à Saumur. Et donc, de famille, on est des cavaliers. Donc, on était plus cavaliers à l'origine. Et quand j'ai connu Eric, lui, il était plus passionné par tout ce qui était agricole. Et il avait une petite charrette avec une jument de trait.
Et donc on s'est amusé un peu avec ça. Et puis de fil en aiguille, on a la passion qui est née. Et donc on a commencé par faire des petits concours d'attelage et tout ça. Et puis on en est venu à toujours voir plus grand. Et comme lui, son rêve d'enfant, c'était d'avoir un attelage à 4 chevaux, eh bien on a essayé de développer nos attelages de manière à ce que ce soit, on arrive à son rêve. Et là, on arrive largement à son rêve. Your smile is hiding something hurtful. It makes me late. C'est très difficile. Souvent, les gens disent qu'on est assez téméraire de pouvoir avoir des attelages en ville, surtout à Blois, parce que c'est très escarpé. Et donc avec des chevaux, mais c'est pour ça qu'on a choisi le percheron pour 2 qualités, sa force et sa douceur tranquille. And glory too. When you walk in, things go luminous. It makes me lay and love you. Tu t'es fait la seconde prière et voilà. Ah bah ça, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il faut faire vite avec Zaza parce que sinon c'est la tornade. Il reste 30 secondes, seule en face à la caméra. Si vous voulez. Pour dire ce que je veux, Allez. pour dire que je suis quand même ravie de pouvoir faire le métier que j'aime. Et même si souvent c'est beaucoup de travail, j'aime ce que je fais. Merci bien. Something hurtful. It makes me lay. aduna ko mën a juy luy wéy la aduna ko mën a juy luy wéy la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laaxira déemu. Donc j'ai un parcours en lettres modernes et j'ai fait une formation d'intervenante spécialisée en art-thérapie. Voilà. Quelle profession exercez-vous actuellement? Alors actuellement j'interviens sur des actions pour la municipalité de Blois dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le projet de réussite éducative et qui se passe dans les quartiers nord de la ville en fait. J'interviens dans le cadre d'un atelier de photos. Voilà. Sinon j'interviens aussi dans le cadre d'une action qui s'appelle le coup de pouce clé, qui est en partenariat avec une association qui lutte pour l'égalité des chances. Et donc ça, c'est tout un travail autour de la lecture, du livre, voilà, autour des mots, des jeux avec les mots, et du plaisir qu'on a à être ensemble, à parler. Donc en fait, moi, je travaille avec ça va de 6 ans à plus de 15 ans. Enfin, voilà. Pour l'atelier photo, j'ai plutôt des petits. Voilà, entre 6 et 11 ans. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, c'est très riche, quoi. Et qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants? Alors j'espère que ça motive
un regard un peu différent sur le monde parce que du coup j'essaie de les attirer vers les détails, les choses qu'on ne regarde pas forcément tout de suite, les ombres, les reflets, les pétales qui ressemblent à des cœurs. Enfin bon, j'essaie juste d'amener un regard un peu. C'est que je rencontre aussi les parents et souvent voilà, enfin c'est une autre relation qui se crée, c'est pas la relation autour de l'école, c'est autre chose donc c'est vrai que le bus c'est un endroit privilégié pour ça quoi. Je croise les mamans, on peut discuter un petit peu, voilà donc c'est bien. Je parle de ce qu'on fait, mais bon, les enfants en parlent aussi à leurs parents, donc ce qui est intéressant, c'est voilà quoi. Merci Martha. C'est vraiment multiculturel, c'est très 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 diversifié. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant. Vraiment des enfants qui viennent des quatre coins du monde, quoi. Alors pour moi, là c'est l'expression, ouais, c'est comment est-ce qu'on fixe notre environnement, qu'est-ce qu'on va y trouver d'un peu poétique parfois ou enfin voilà. Y a-t-il un échange, un dialogue après les photos alors là, ils ont récupéré leurs travaux, il y a eu des tirages de faits. Voilà, ils ont récupéré leurs travaux, on a fait une petite expo avec, avec leurs photos, celles dont ils étaient le plus fiers. Voilà, enfin... Les parents étaient là ou Oui, pas? les parents sont venus. Les parents sont venus. Ça, c'est bien parce que du coup, c'est concret, ils voient un petit peu ce qui se passe, ils sont étonnés parfois. Et puis le rapport à l'image, c'est aussi culturel, donc y a tout un tas de choses sur lesquelles il y a eu des discussions, quoi. Donc c'était bien. C'est l'art qui rend la vie plus belle que l'art. Voilà. Moteur. Action. Salut Nico, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Quel est ton travail déjà? Alors, en fait, sur ma feuille de salaire, c'est assistant directeur d'un cinéma d'art et essai. D'accord. Mon travail, c'est la projection de films, c'est l'organisation de débats, la programmation, le choix des films en art et essai, c'est très important. Voilà, c'est l'affichage, c'est le travail de bureau, l'organisation d'un cinéma art et essai, voilà. Quelle formation, quelles études tu as suivies pour faire ce métier? Ah bah ça a été c'est pas simple au départ. Au départ, j'ai fait un bac électrotechnique qui n'a strictement rien à voir. Après, j'ai fait un DUG art du spectacle à Caen, en Basse-Normandie.
et, avec une option cinéma et théâtre. Et donc depuis le début, le cinéma m'intéressait. Le bac électrotechnique était un petit peu une perte de temps, parce que ça me sert maintenant dans la technique, dans le travail de projectionniste. Mais ensuite, j'ai fait un CAP projectionniste tout simplement. C'est un CAP en 1 an par le Greta, qui permet de travailler dans un cinéma. C'est le seul diplôme qui permet de travailler dans un cinéma, c'est le CAP projectionniste. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la place du cinéma à Blois? La place du cinéma à Blois, elle est plus simple que dans d'autres villes parce qu'on a un multiplex hors de la ville. On a le cinéma Les Lobbies dans lequel je travaille en centre-ville. Le multiplex fait du cinéma commercial, comme on dit, enfin les grands films, les blockbusters. Et nous, on travaille plutôt sur les films d'art essai, les films en version originale, les films d'auteur. Oui. Moteur. Ça dérange pas si je roule? Action. Nico, est-ce que tu te souviens du premier film que tu as vu au cinéma? Le tout premier, il me semble, je ne suis pas sûr que ce sera un Disney, ce serait Roxy Rookie. Et ça t'avait plu? Je ne garde pas un très bon souvenir, on était très nombreux dans la salle, il faisait chaud. Les passages chantés, musicaux du film m'avaient ennuyé. Non, c'était pas une révélation ou un très très bon souvenir en tout cas. Et quel est le film qui t'a donné envie de travailler dans le cinéma? Alors, le film, ce serait Taxi Driver, mais après les scènes, ce serait plutôt des films, ce serait plutôt le western, ce serait les émissions à la télé d'Eddie Mitchell, La Dernière Séance, Gary Cooper, James Stewart, John Ford, voilà, c'est les premiers noms que j'ai retenus au cinéma. C'est des noms qui me faisaient rêver, des personnages un peu héroïques, et en même temps un peu nonchalants. Voilà, c'est principalement le western de John Ford, d'Anthony Mann, présenté par Eddie Mitchell, oui, c'est ça. Un peu les premiers souvenirs, les premiers tilts où voilà, j'ai de cinéma, voilà, là ça m'intéresse. Ouais.
paralysé plusieurs fois. Et je voulais savoir si toi aussi tu l'avais vu plusieurs fois et si t'avait marqué. Non, enfin, ça fait pas partie des films de chevet que tu peux avoir. Enfin, c'est un film que j'ai dû voir une fois. Je vais te décevoir un petit peu, mais c'est un film que je trouve un peu folklorique sur le métier de projectionniste. Tu le trouvais un peu trop dans le pathos, quoi. Oui, trop dans le pathos, trop dans... Enfin, il est bien gentil, c'est qui Philippe Noiret dans le film. Mais oui, un peu... cette histoire. Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'est vrai que c'est ce projectionniste au grand cœur. Moi, je l'ai vu enfant plusieurs fois, en fait. Je l'ai vu enfant. Et ça a construit beaucoup l'imaginaire collectif, effectivement, sur le métier de projectionniste, en tout cas. C'est pour ça que je te posais la question. Alors, c'est un projectionniste itinérant, c'est différent. Il travaille pas forcément dans un cinéma, je crois qu'il travaille un petit peu, il fait des séances en plein air. Bon, il y a beaucoup de mythologie, enfin de fantasmes, en tout cas, sur le métier de projectionniste. Qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit obscur. Il y a une passion du petit garçon pour ses manipulations et tout ça. Oui, il y a un côté effectivement magicien de la pellicule, un peu le mystère de la cabine, comment ça fonctionne, tout ça. Bon, maintenant on se pose plus trop ces questions d'où viennent les images, elles arrivent et puis voilà. Mais là effectivement dans Cinéma Paradiso, il y a ce mystère de comment on envoie, l'image est projetée et là effectivement qui fait rêver ce petit enfant. Mais oui, c'est une belle histoire et oui, c'est une belle métaphore, une métaphore, une histoire une petite page d'histoire du cinéma. Et puis pour une fois, on voit le projectionniste effectivement, souvent il est dans l'ombre. On le voit aussi, enfin il y a un personnage qui est pas mal dernièrement au cinéma, c'est dans Inglourious Basterds de Tarantino, oui. Où, voilà, c'est une projectionniste et puis une fille qui tient un cinéma, une exploitante qui attaque des nazis, qui détruit des nazis. Ça c'est drôle et voilà, c'est intéressant aussi. Et oui, non, sinon le Cinéma Paradiso ne m'a pas fait plus moi, je crois que c'est rêver que ça. Moi, je crois que c'est parce que j'étais enfant et que j'ai été élevée par mon père dans l'amour du cinéma et tout ça. Donc on se mettait un peu du côté de l'enfant. Mais toi, tu l'as vu enfant? Je l'ai vu enfant. Moi, je l'ai vu plus tard. J'ai dû le voir à 18 ans, donc effectivement, j'avais un peu plus de recul. Et puis, ouais, c'était pas. Je l'ai trouvé agréable, mais c'est pas ça qui m'a donné une fibre ou quelque chose comme ça, enfin, qui m'a impulsé dans ce sens-là, oui. Ok. Coupé. L'association cinéphile, si tu pouvais nous en parler. Oui, je la connais très très bien parce que c'est nos premiers partenaires en termes de programmation au cinéma. Enfin, il y a 3 types de programmation au Lobis. Donc, une programmation Lobis RSC, plutôt grands auteurs et film en version originale, premier film français. Une programmation avec Ciné Dimanche qui est aussi comme cinéphile qui appartient à la ville de Blois, enfin qui est financée par la ville de Blois et qui s'occupe du jeune public. Et Cinéphile s'occupe principalement des nouveaux auteurs ou de cinématographie très, très dissidente. Enfin, ça peut être des films iraniens, d'ex-Yougoslavie, d'Asie, de Palestine. Enfin, c'est des petites filmographies, des films plus pointus et plus rares. Enfin, des films qui sortent souvent sur 2-3 copies en France. Et effectivement, des curiosités, Voilà, c'est un peu le cinéma à la pointe de ce qui se fera sûrement plus tard, ou en tout cas de ce qui parle d'aujourd'hui aussi, dans les différentes géographies, dans les différentes langues. Donc effectivement, c'est un des travaux les plus importants qui passent dans ce cinéma, oui. Coupé.
projectionniste entre l'argentique et le numérique? La différence, c'est une différence il y a une différence de qualité. Pour le projectionniste, pour le cinéaste, c'est une différence de sensibilité. Pour le projectionniste, c'est plus une différence de support. Là, avec le numérique, pour l'instant, on en est avec des disques durs à ingérer dans des bibliothèques de films. On est sur un outil informatique avec la quantité, la pellicule, 35 mm. On est sur des supports solides, polyester, et c'est un support qui pèse une vingtaine, une trentaine de kilos. On est sur un gros support, à l'ère du numérique effectivement, où là on va passer même à l'immatériel, enfin on va recevoir les films par satellite. Voilà, Par satellite qui arriveront directement sur notre bibliothèque de films aussi. Donc on passe d'un support de 30 kg à un support immatériel, sans poids. Donc là effectivement, il y a une différence. Enfin, pour nous c'est plus léger forcément physiquement, parce que après 10-15 ans de projection avec de la pellicule, c'est des cartons très lourds à porter. Ça fait mal au dos. Ça fait très mal au dos parce que c'est des positions très mauvaises positions, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est... Après, effectivement, ça perd une certaine chaleur, quoi. On n'a pas de... On perd de la sensibilité, on perd de... Avec la matière. Oui, forcément, ça devient plus froid. Après, il y a des choses très belles qui se font. Mais au niveau du métier, effectivement, projectionniste, on est dans une transition. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est vraiment. Enfin, on ne se rend pas bien compte. Si tu avais un poème ou une photo ou une musique ou un film qui te définirait, ce serait quoi? Oula. Oula. Un poème, une musique ou un... Oula là, tu me prends de court là. Je t'ai parlé de Neil Young tout à l'heure, j'aime bien, Words ou voilà, Neil Young, Bonnie Prince Billy. En photo, je ne pourrais pas trop te dire. En film, j'aime bien le Badlands de Terrence Malick ou La Balade sauvage. Ou qui me définirait, là c'est compliqué. Ça peut être les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, c'est très bien ça. D'accord. Someone and someone were down by the pond, looking for something to plant in the lawn. Out in the fields, they were turning the soil. I'm sitting here hoping this water will boil. When I look through the window and out on the road, they're bringing me presents and saying hello, singing words, words between the lines of age. Words, Je words. te laisse 30 secondes tout seul face à la caméra Aïe, et tu fais ce que tu veux. je fais ce que je veux. Ah là là, le piège. Moi je vais rien faire. Non, c'est quoi ce piège? Fallait m'avertir là. Ne me laisse pas tout seul. C'est salaud. Coupé.
a longtemps, enfin, je suis plutôt parti de la peinture, c'est-à-dire que je suis resté attaché au monde de l'enfance, à la maternelle, j'ai peint, j'étais attiré par les figurines. Très tôt, ça a commencé, enfin très tôt, j'ai voulu devenir peintre. Et puis ensuite, j'ai découvert la peinture dans les églises, dans les musées, dans les expositions, surtout sur les livres. C'est vrai que, bon, si on fait référence à André Malraux et au musée imaginaire, on est noyé dans un monde d'images. Et la peinture, c'est une autre sorte d'image. C'est des images arrêtées. C'est une demeure de l'œil. C'est pas des images vite fait, parce qu'une image, ça se construit. Bon, il est vrai que j'ai toujours été figuratif dans mes approches. Et c'est plutôt la peinture figurative, religieuse, par exemple, celle du passé qui m'a attiré. Au plus loin que je me porte, j'étais attiré par ça, par le monde des figurines. J'aimais les poupées, j'aimais les bibelots, j'aimais les tombes aussi, où il y avait des représentations d'anges, des photos, les vieilles photos. Bon, s'il y a vraiment des gens qui m'ont poussé à peindre, j'étais très amoureux quand j'étais adolescent de Monet, par exemple. Et puis, parce que c'est-à-dire il y avait un hiatus quand j'étais jeune, c'est-à-dire je supportais pas trop la réalité en peinture. C'est-à-dire je pensais qu'une transcription pure et simple de la réalité n'était pas une peinture. Elle devait avoir une portée artistique, poétique, picturale. Mais maintenant, le paysage m'attire par rapport à la présence humaine. Hein. Et puis pour la deuxième question, comme je viens de vous dire, le monde, il est ce qu'il est, il est pas rose, quoi. Moi, je peux pas mentir. Je veux dire, quand je me trouve dans le monde, même cette violence, c'est belle. Enfin, la vie, c'est violent. On sort du ventre, on crie, on meurt. Il y a des très beaux passages. Et je veux dire, par exemple, si on prend quelqu'un comme Bacon, à qui on dit toujours c'est dur, comme je disais à un ami, Bacon, par ses coups de peinture, caresse la chair. Influencé autant par l'eau qui se balade là, par la maison, par l'oiseau, la peinture, c'est une chose qui entreprend le monde, c'est une aventure, c'est quelque chose aussi de dangereux parce qu'on peut s'y perdre, c'est quelque chose qui convoque. Et je pense que les gens ne le comprennent pas et c'est très difficile. Je crois que c'est un grand avantage de vibrer autant face à une peinture parce que je crois que les gens ne voient pas grand-chose. Et une peinture, c'est tout autant de la philosophie que du mystique, que du symbole, que de la psychanalyse, que de la folie, que du roman. C'est tout à la fois. Et je ne veux pas dire que tout est dans tout, mais notre monde est un cosmos. On est relié en permanence au cosmos. Ça commence la saponnaire. Il n'y en avait pas l'autre jour encore.
La végétation, là, ça va commencer, ça va être intéressant. Le datura, il commence à verdir, je vais te montrer. Tiens, là-bas, au fond, regarde. Les petites fleurs roses, là-bas. Ouais, rose, là, la saponaire. Saponaire, tu en as encore une touffe, là. Ça, c'est sympa, parce que tu as l'onagre bisannuelle, là, t'as vu? Sur la grenouille, t'as vu cette petite fleur jaune qu'il y a au-dessus de la cale, là? Oui. L'onagre bisannuelle, tu la connais, non? Qui sont les Indiens d'Amérique, c'est pareil, ça doit être un peu qui vient d'Amérique. Les Indiens s'en mettaient sur les jambes, tu sais, pour aller à la chasse, tu connais ça? Non. Pour dissimuler, tiens, une petite boule d'eau, là, pour dissimuler les odeurs humaines pour la chasse. Je pense que l'art est une chose grave. Ma peinture n'est pas une peinture décorative du tout. C'est une peinture aussi mentale. C'est-à-dire mes images, c'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus... Je pense que... Et pourtant, c'est pas le cas. C'est ça que je trouve très bizarre. C'est-à-dire on devrait être beaucoup plus choqué par les images du 20h que par des images en peinture. La peinture est une image, une tromperie, un artefact. C'est la peinture qui serait qu'une belle image n'est pas intéressante. Une peinture devient intéressante quand elle se dématérialise et qu'elle devient de la pensée. Je présente des pensées pour des adultes et je parle des choses graves de la vie, c'est-à-dire les choses importantes. Je prends les choses. Alors bien sûr, il y a beaucoup de peintres qui font avec les moyens du bord. Moi, mes moyens du bord, ce qui me semble simple, c'est d'utiliser de l'acrylique en pot, de la toile. Je trouve que là, je suis dans un espace neutre avec mes outils. Je me pose pas trop cette question de la technique parce que tout le monde s'étonne de mes matières, tout ça. La technique est un moyen, c'est pas une fin. Voilà, c'est vrai que démuni de tout, on prend ce qu'il y a sous la main. Moi, je prends ça parce que c'est simple pour moi, ça m'est évident. Et puis la technique, on se la forme. J'ai essayé toutes les choses, l'huile, l'aquarelle, tout. Je reviens, je travaille au stylo bille aussi, je travaille la gravure. C'est vrai que ça me permet de ne pas poser de questions de technique. C'est surtout ça. Et la technique, faut arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, la peinture, comme je vous expliquais, c'est une pensée. Et la technique est un outil pour arriver à la pensée. Les peintres qui sont qu'attirés par la technique, je trouve ça très, 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 très embêtant. Là, il doit y avoir une transcendance. Il doit y avoir... on doit amener cette matière évidente, à autre chose. Il doit y avoir quelque chose qui aspire, c'est-à-dire que quand on est face à une toile, on est nu face à quelque chose. Waouh! J'ai 46 ans. Je sais plus mon âge. Enfin, l'âge n'a pas beaucoup d'importance. Quelle est votre formation initiale? Ma formation initiale, c'était complexe. J'ai fait de l'art appliqué, du Perret, enfin Sèvres. Et puis j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Et ma formation, elle s'est faite un peu tout le temps. Hein. C'est peut-être fait plus au Louvre ou au Grand Palais que dans les salles de classe. Quelle profession exercez-vous actuellement? J'aimerais bien dire que je suis peintre et écrivain, mais je suis aussi prof d'art appliqué pour gagner ma vie, quoi. Ce qui m'a amené à être à Blois. Êtes-vous blésois d'origine? Non, justement, je suis parisien d'origine, assez attaché à Paris, quoi, parce que Paris, c'est le hasard, quoi. C'est-à-dire, on se balade, on trouve des choses, il y a toujours un étonnement du spectacle malgré tout, quoi. Je vous laisse 30 secondes seul en face de la caméra.
Merde! Oh, voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que nous sommes, Mère Ubu. Ce n'est pas moi, Mère Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu, vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame. Certes, oui, je suis content. On le serait à moins. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux? Comment, après avoir été roi d'Aragon, vous contentez de mener au revu une cinquantaine d'escaffiers armés de contre-choux, quand vous pourriez faire succéder votre fiole de la couronne de Pologne à cet Aragon? Ah, Mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête! De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant, et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'infanterie? Que t'empêche de massacrer toute la famille et de la mettre à leur place? Oh, Mère Ubu, vous me faites injure, et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Et pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui te recommanderait tes fonds de culotte?